Bonjour à tous et bienvenue sur The IZODW Podcast. Je suis en direct de Verdun Joystick Players. On est à quelle édition là? 6 ou 7, je crois déjà. Je crois que c'est 7e édition, Ouais, ça je fait crois, déjà ouais. une paye. Ouais. Et avec moi, il y a l'organisateur, Lana France, le président qui est là. On a PAG. Eh ben, enchanté à tous. Ravi d'être là. J'ai pu interviewer Gabi une fois à Longwy, mais toi, on n'avait pas pu faire cette interview. Et je suis content de t'avoir aujourd'hui. D'autant plus que, de choses qu'on s'était dit une fois dans les coulisses, tu es un des vétérans carrément de l'association. Ouais, vétéran. Je suis pas membre fondateur parce que j'étais pas dans le bureau initial, mais c'est des potes à moi à l'époque en 2000 qui l'ont lancé. Et j'étais là dès la première édition en 2000, quoi. Donc oui, ça fait longtemps. Ah, mais tu étais quand même dans les membres, dans le staff. Ouais. J'étais là la toute première édition en tant que bénévole. J'ai fait un sandwich jambon beurre. Ma première action dans l'e-sport, c'est ça, voilà. Ah bah t'as fait un sacré grind là du coup. C'est ça. Du jambon beurre à président. Ouais. Mais à la base, tu étais un fan de jeux vidéo ou tu es juste venu faire du bénévolat comme on pourrait le faire dans tout type d'asso? Ouais, alors j'ai toujours été fan de jeux vidéo sous toutes ses formes, console, PC. Moi, j'ai jamais eu ce genre de guerre. Tu vois, Ouais. Nintendo, Sega, moi je joue aux deux, quoi. Jeux de... Voilà. Et ouais, j'aime bien le jeu vidéo sur toutes ses formes, qu'il soit solo, multijoueur et tout. J'ai toujours bien aimé tous ces aspects-là. Ouais. Et quand les copains ils ont monté ça à l'époque en 2000, c'était le seul moyen de jouer en multi, Oui. surtout sur PC. C'était de se regrouper physiquement dans un même lieu. Et ouais, je me suis dit, trop cool, on y va, quoi. Et c'était quelle ville à cette époque? On est- Nancy. L'asso Nancy. est basée sur Nancy. Elle s'est lancée sur Nancy. Le groupe d'études, à l'époque, fin lycée début études, on était sur Nancy. Ouais. C'était quoi le jeu du moment? CS 1.6 ou peut-être même CS, la bêta, tu vois, à l'époque. Ah oui, d'accord. Du coup, c'était clairement pas un 6, mais c'était avant même la V1, je sais plus, un 3, peut-être, je sais plus exactement. Et du coup, on va dire que ça a commencé par les jeux de tir pour le coup. Ça surtout commencé par les jeux de tir, surtout parce que, alors c'était orienté PC, c'était des LAN à l'ancienne, on venait un week-end entier dans une MJC, les 3 maisons, hein, toujours le temple du jeu vidéo. Ouais, Hein. c'était, Et du coup, ouais, on faisait des week-ends entiers, chacun ramenait son PC, et l'avantage les jeux de tir, ça se joue en équipe, Mhm. donc le seul moyen d'y jouer, c'est en LAN en fait. Ouais. Donc c'était un peu ça l'idée. Après, il y avait du StarCraft en 1v1 par exemple, qui se jouait déjà à l'époque, quoi. Mais ouais, c'était pas mal ça. Ah, StarCraft, voilà, on sent vraiment les jeux d'époque. Ah, ouais. Mais comment du coup vous en êtes arrivé à l'idée de dire, allez, on joue entre potes, c'est plutôt sympa, mais constituons une association? À la base, on jouait en effet entre potes. On allait un week-end chez l'un ou chez l'autre, enfin chez les parents de l'un ou les parents de l'autre, hein, dans la cave, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, le groupe de potes grandissait, les garages et les caves commençaient à atteindre leurs limites. Et on s'est dit, ok, il nous faut une salle, et puis il faut du matériel réseau, quoi. C'était facile de trouver un Switch pour jouer à 20. Par contre, si tu commences à être 40, 50, c'est plus la même chose, quoi. Ouais. Et on était un peu limité en taille. Et ok, le fait de fonder une asso, ça permettait d'avoir une assurance, d'aller demander une salle officiellement, une salle extérieure. Et ça permettait aussi de mettre en commun les moyens. On faisait payer un frais d'inscription, pas grand-chose. Des francs à l'époque. Hein. Et, Wow. et ça permettait d'acheter le matériel réseau, les Switch, quoi, qui étaient vraiment très chers à l'époque, quoi. Ouais. Donc c'est de ça qu'est venu l'asso, quoi. Donc au début, c'était vraiment pour jouer entre potes. Il Ouais, n'y avait pas forcément une mission de promotion du jeu vidéo ou d'accueillir de nouveaux joueurs. Est-ce que c'est des choses qui sont arrivées progressivement et... C'était le développement du jeu vidéo en réseau, mais ouais, pour se faire kiffer, quoi. Il y avait pas encore l'ambition d'aller prêcher la bonne parole, Exact. montrer toutes les belles facettes du jeu vidéo, quoi. C'était surtout pour nous à la base, quoi. Et aujourd'hui, ce sont des objectifs qui font partie du cœur de l'ANA France. Est-ce qu'on peut un peu parler de toutes les missions, en tout cas, que vous rassemblez autour de l'ANA France? Ouais, on a tendance à dire qu'on fait nous on appelle ça le social gaming, l'action sociale par le jeu vidéo. On essaie de montrer un peu toutes les facettes du jeu vidéo, que ce soit du jeu libre, de la démo, que ce soit du tournoi amateur, tournoi pro, pro, avec dotation cash conséquente, on va dire. On essaie de travailler un maximum avec des gens qui savent faire du cast pour montrer aussi la mise en lumière de ce genre de choses. Et c'est un peu l'objectif, c'est de se faire mélanger les publics, de montrer aux gens qui jouent en amateur qu'est-ce que ça peut rendre de jouer sur une scène et d'être casté, même si c'est juste pour une game, une finale à Verdun. Le joueur il passe sur scène, il est content. Et c'est aussi de montrer, quand on fait des très gros événements, d'essayer de montrer au grand public qu'est-ce que ça donne, quoi. Donc
surpris à cet aspect-là. Ouais. Ça fait un sacré parcours. Comment vous êtes passé de cette partie jouant de potes à des événements ouverts au grand public et maintenant à des scènes carrément pro avec Ouais. toute une production impressionnante? Comment s'est fait cette transition? Ça a été très progressif au final. Les premières années, on faisait des LAN. Bah voilà, on a fait une LAN, deux LAN, trois LAN, etc. On est très vite arrivé. On avait entre 60 et 100 joueurs chaque week-end. Et on sentait bien qu'il y avait moyen de faire encore plus. Et en 2001, on a eu l'occasion d'avoir le Zénith de Nancy, donc, gratuitement en plus. Enfin, c'était incroyable. Oh là là! Ah ouais, un truc de fou quoi. Et bah, on a fait une première LAN où on a dit ok, bah, plutôt que d'être à 100 dans une MJC serrée, bah, on va mettre des tables de brasserie plus savoir quoi en faire et on va faire une LAN quoi. Et là, cette édition-là, on a eu 200 personnes. Wow. Et on s'est dit ok, il y a un truc, ça appelait aux gens. Clairement, on n'avait pas la vision sur tout ce que ça donnerait, mais on se disait qu'il y avait du potentiel. Ça Et, en fait des jambons beurre que tu devais faire. Ça en fait les jambons beurre. Ah, là, j'ai fait plutôt les tournois CS. Nice. Voilà, T'avais déjà level up. Ouais, c'est ça. On faisait les restarts. Ouais, bref, on va pas rentrer dans les détails techniques, IPFix, machin, bref. Et du coup, d'année en année, on a réédité cet événement. On a fait une deuxième fois le Zénith. On est allé dans d'autres salles sur Nancy ou autour. Salle de fête à Gentilly, on est allé à Ludre, etc. Et on a bien vu que ça prenait. On a bien vu aussi qu'on arrivait à trouver des partenaires, soit institutionnels, soit privés, même si ce n'était pas des montants clairement très loin des montants qu'on a aujourd'hui. Mais on a commencé à avoir suffisamment d'argent pour donner de la dotation cash, ce qui faisait venir les équipes de plus loin et des équipes d'un meilleur niveau et qui permettait d'avoir de pouvoir investir sur la partie, comme tu disais, production, avoir une scène, avoir des caméras, avoir des jeux de lumière, etc., pour mettre tout ça en valeur. Et de 2001 à 2011, en gros, pas tous les ans, mais quasiment, on faisait cet événement. Le Max LAN, c'était le nom de l'événement, donc l'association de LAN à France. L'événement phare, c'était la Max LAN. Et pour nos 10 ans, la Max LAN Décade, on a fait 650 joueurs à Épinal, au centre des congrès, et c'était un truc de fou. En plus, il faut faire venir les gens à Épinal. Ouais. Tant qu'on en parle, on avait, je sais plus quoi, entre 10 et 15 nationalités représentées. On avait des Tchèques, on avait des Espagnols, des Italiens, beaucoup de Français évidemment, pas mal d'Allemands qui étaient pas loin du coup. Et les gens venaient quoi. Et on avait tout le top FR sur CS à l'époque. C'était à l'époque du passage, je sais plus, c'était un CS 1.6, un CS Source ou CSGO, mais c'était vraiment blindé. Et on avait beaucoup de monde. Et c'est là où on a atteint notre pic. En tout cas sur la partie grosse LAN. Gros événement où chacun ramène son matériel. Et en ce moment, tu jouais encore ou tu étais vraiment totalement passé côté organisation? J'avais plus du tout le niveau. Hein. À part Warcraft 3 à la limite. Tu vois, là, tu pouvais t'attendre. Voilà, c'est ça. Mais non, moi j'étais clairement dépassé. Je continuais à jouer pour le plaisir, mais le côté compétitif n'était pas du tout mon niveau. Et puis de toute façon, sur ces événements-là, on n'avait plus du tout le temps de jouer entre deux. Autant les premières années, c'était facile de trouver un équilibre entre le jeu et l'orga. Autant sur les gros événements, on faisait que l'orga. C'est drôle quand même. Hein. Tu es rentré par la passion du jeu. C'était créé au début pour vous, jouer entre vous. Et après, c'était maintenant pour que les autres puissent jouer entre eux. C'est conditions pour les autres. Ouais, je pense que après, c'est vrai dans beaucoup d'assauts et quel que soit le milieu d'ailleurs. Hein, je pense que quand on est bénévole, qu'on monte quelque chose et qu'on a des retours très positifs de la part des gens, ça donne envie de continuer, ça donne envie de faire mieux. Enfin, ça met la banane quand on voit les joueurs qui partent à la fin, qui disent merci pour le gars, c'était super week-end. Bon, cool, on remet ça, quoi. C'est sympa, quoi. Tu vois, tu t'es donné du mal, tu as monté un truc, et puis à la fin, ça plaît, c'est super, quoi. D'ailleurs, franchement, moi, le premier événement Maxan que j'ai fait, c'était celui à Épinal, où il y avait un peu de jeu de combat. On va peut-être revenir dessus après. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment apprécié l'ambiance, le fait que ce soit sur PC, toutes ces choses-là. Mais là, quand tu dis vous évoluez progressivement, vous changez un peu, on va dire, de rôle. C'est quand même des rôles assez professionnels que vous prenez. Parce que là, quand je vois comment vous êtes organisé avec vos talkie-walkie, un peu, vous la jouez... il faut, on se donne un genre. Quoi. ça, quand même, je veux dire, il y a une certaine expertise à acquérir. Comment vous avez réussi à en arriver là? Vous avez fait des formations événementielles? Non, du tout. En fait, on se base sur les compétences que les gens ont. On se base aussi sur les compétences qu'on a pu récupérer beaucoup. À l'époque des grandes LAN,
l'e-sport a commencé à apparaître, allez, les années 2007-2008, on a commencé à parler d'e-sport, etc. Et à l'époque, les grands événements, il n'y en avait pas tant que ça. Et toutes les assos de France se connaissaient. Il y a eu des regroupements. Il y a eu LAN Alliance pour les plus anciens qui s'en souviendront, qui était le regroupement des plus grandes assos de LAN. Et on allait déjà à droite, à gauche, se filer des coups de main entre staff, en fait. Nous, on amenait le réseau. Il y en a un qui amenait ceci, cela. Nous, on avait un très bon parc de réseau à l'époque. On avait beaucoup de Switch, etc. Et on a été en contact avec pas mal de grands noms de l'époque. Et on a récupéré aussi, on a vu ce qu'ils ont fait. Oui. J'ai été sur les premières Gamers Assembly il y a très longtemps. On voyait la grande scène, on avait des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais. Nous, on leur amenait le matériel réseau et ils nous amenaient, ils nous invitaient déjà, c'était cool. Ouais. Et puis on voyait ça et on disait, ok, on veut faire pareil, quoi. Et du coup, il y a eu des échanges de staff. Il y a beaucoup d'assauts de LAN françaises parmi les anciens, il y a 10-15 ans, qui s'entraidaient beaucoup. Et c'est aussi comme ça que à la base, la formation se faisait, les échanges se faisaient. Et puis, au fil du temps, maintenant, c'est plus parce que nous, on est là depuis 20 ans, donc on a appris, on a compris, et on transmet ça aux nouveaux membres au fur et à mesure, et ça grandit au fur et à mesure, quoi. Ah, donc c'est vraiment une mutualisation des compétences. Ouais. Chacun vient enrichir l'association et s'enrichir également. Ouais. Ceci dit, tu m'as dit, ça fait 20 ans. Donc félicitations déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assos qui tiennent aussi longtemps. Et tout en croissance. Ouais. Ceci dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non. Il y a eu un petit moment, un petit hiatus. Ouais, on a eu un petit, c'est pas un passage à vide, mais une petite page. Après, c'est 2011 qui était une année exceptionnelle. On a eu une perte de vitesse parce que, comme tout asso, c'est pas évident de retrouver du staff en permanence. On a continué à être actif, on a continué à faire des choses, mais on s'est bien rendu compte que les gros événements demandaient de plus en plus de temps, d'énergie, les joueurs étaient de plus en plus exigeants, ce qui est normal, quand on fait monter la qualité, on fait monter les attentes par la suite, quoi. Un peu, vous créez des stars. Il y a ça aussi, quand on fait un super événement, les gens ils reveulent la même chose l'année d'après, quoi. Et c'est aussi l'époque où on n'était pas les seuls à monter en compétences, et on a commencé à plus pouvoir avoir ni le temps, ni l'énergie, ni les compétences, ni les finances pour tenir la longueur, quoi. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on revient plus petit, ou est-ce qu'on change un peu notre modèle, et on a eu l'occasion assez tôt de travailler avec Epinal sur l'événement des Cybériades. Donc les Cybériades, le concept, c'est le concept initial qui a été pendant 20 ans au moins. C'était une semaine en février. La mairie fournissait du matériel, jeux vidéo, donc ordinateurs et consoles, mais beaucoup d'ordinateurs. On parlait de 20, 30, 40 ordinateurs, ce qui était énorme, quoi. En plus à l'époque. Et le mettait à disposition gratuitement pour tous les jeunes pendant une semaine. Et nous, on venait pour à la base faire le réseau et organiser les tournois le week-end. Et on s'est dit, ok, ça marche. Les institutions, elles suivent parce que ça fédère tous les publics. On peut être capable de proposer des jeux différents. Et on s'est dit, ok, on va essayer d'aller dans ce genre d'événement. On va essayer de mailler le milieu de l'e-sport de manière territoriale, mais surtout de manière, répartir les niveaux. Tu vois. Okay. On faisait des gros événements pour les très grosses équipes qui grandissaient. Mais du coup, là, on s'est dit, ok, on va laisser les très grosses équipes aux très grosses orgas qui peuvent continuer à le faire. Et nous, on va se remettre sur la partie vraiment amateur, le joueur local, parce que l'e-sport s'est démocratisé aussi beaucoup. Il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de jeux compétitifs. Et avec l'essor de l'Internet, les gens pouvaient s'entraîner, etc. Donc, il y a un public, même en local, qui était prêt à venir pour des événements, même si ce n'était pas pour du cash prize, quoi. Oui. Et on s'est dit, ok, nous, on va faire ça. Et on va être un peu un des intermédiaires entre je joue chez moi et je vais dans une très grosse LAN parce que j'ai acquis un vrai niveau, quoi. Pour permettre la bascule plus facilement. Ouais, exactement, une sorte de tremplin un peu pour les joueurs. Et au final, c'est aussi un tremplin pour nous en tant qu'asso pour grandir, quoi. Exact. Et d'ailleurs, à force, vous avez commencé à intégrer d'autres styles de jeux, d'autres types de jeux. Ouais. Et donc, il y a le jeu de combat qui est rentré, il y a plus même une autre qui a, on va dire, rien à voir. Je vois ici, il y a des jeux oldies. Ouais. Des sortes d'ateliers de jeux oldies, il y a des ateliers sur les addictions aux jeux vidéo, des choses comme ça. Il y a plein de trucs qui sont unis, se greffer. On a fait évoluer ce que nous on faisait, qui était à la base uniquement PC. On s'est dit, ok, en fait, il y a du jeu vidéo compétitif sur les consoles. On va faire du FIFA, on va faire du Mario Kart, etc. Il y a sur tablette, téléphone aussi. Du TFT et du Hearthstone, quoi. Et on a considéré, ok, ça marchait, il y a du monde, ok, cool, on continue. Et en faisant ces événements comme on le faisait avec les Cybériades, avec Verdun Joystick Player, je me disais c'était la 7e édition, quand on enlève le Covid, la première, il me semble, c'était 2014. Et du coup, on a bien vu qu'eux ramenaient des acteurs de la ville, etc. Et on s'est dit, en fait,
quand il y a un contact qui vient par-ci, par-là, on s'est dit, OK, bah tiens, quand il y a quelqu'un qui amène un peu de rétro, ça marche. Et on a récupéré tous les contacts de gens autour. Et on s'est dit, OK, bah nous, notre cœur de métier, ça reste console, PC et actuel, current gen, on va dire, Ouais. et compétitif. Mais il y a d'autres gens qui savent faire autour d'autres choses. Bah, faisons-nous un carnet d'adresses, rencontrons ces gens, et quand on fait des événements, bah, essayons de faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice, que chacun ait sa place, son stand. Déjà, ça permet d'avoir un événement qui est très grand, parce que nous, on ne serait pas capable de faire tout seul, hein, clairement. Il faut beaucoup de monde pour ça, Ouais. beaucoup de matériel aussi. Et puis, ça permet d'amener toutes les facettes du jeu vidéo différentes. De laisser chacun dans son domaine d'expertise, donc chaque stand est pertinent. Tu vois. On ne va pas nous essayer de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ce serait Exact. dommage. On préfère que ce soit quelqu'un qui le maîtrise, qui le fasse, celle qui le fera bien. Et comme ça, nous, on fait de la mise en relation sur des événements ou autres. Et ça permet, sur un événement gratuit comme Verdun, il y en a d'autres, bah, les gens ils viennent parce que tiens, ils ont vu du rétro, ok, je viens pour voir le stand rétro, tiens, moi je préfère l'e-sport, je vais voir l'e-sport. Et une fois qu'ils sont dedans, ils ont vu leur stand, enfin, le stand qu'ils voulaient voir en tant que visiteur, et ils vont regarder ailleurs, quoi. Ils se tiennent au courant, ils se disent ah tiens, il y a tel jeu, tiens, c'est rigolo, ah tiens, bah, je connais quelqu'un qui joue à ça. Et on va dire les mini écosystèmes, les communautés de chaque jeu ou de chaque style de jeu, on va dire sa culture aux autres communautés. Et il y a ce côté-là qui est vraiment super intéressant. Parce que y a un échange en fait qui se crée. Il y a un brassage qui Voilà, s'opère. Ouais. c'est ça. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait en tant que joueur, hein, parce que on va dire, je suis plus côté joueur en tout cas. Ce qu'on se disait, c'est que souvent, c'est pensé pour le compétiteur, mais on délaisse un peu le visiteur, qui lui a besoin quand même d'avoir plus que juste de la compétition. Il a besoin de pouvoir s'éclater, s'amuser, et même pour les familles. Parce que maintenant, on va passer à l'autre cap à un moment donné. On est un peu à la retraite déjà. C'est de pouvoir venir avec ses enfants et qu'eux puissent s'éclater sans pour autant avoir besoin d'avoir un gros niveau ou faire de la compète. Et ça, c'est une belle facette. Avec la montée du jeu vidéo, qui est maintenant de plus en plus populaire, il y a tout le monde qui est plus ou moins sensibilisé. Est-ce que le recrutement se fait plus simplement, plus facilement au niveau des bénévoles? On n'a jamais eu trop de problèmes à recruter du monde à partir du moment où on faisait suffisamment d'événements pour rencontrer les gens en fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est un peu réorienté. Nos premières années, on faisait une LAN à l'ancienne à chaque vacances scolaires et on avait plein de dates, quoi. Et entre 2007 et 2011, on commençait tous à bosser, etc. Et on faisait surtout un ou deux grands événements dans l'année. Et c'était pas évident il y avait toujours des gens qui étaient partants. Le jeu vidéo, ça n'a toujours plus. Il y a toujours eu du monde qui... Enfin voilà, tu sais, même si c'était des écrans cathodiques, voilà. Voilà, avoir de sacrés biceps à l'époque. C'est ça. Mais ça faisait briller les yeux. Et du coup, il y a toujours eu du monde. Enfin, moi le premier, qui a voulu participer à ça. Le problème, c'est quand tu as deux événements dans l'année, dont un qui est vraiment très gros et où tu peux pas trop te louper, c'est compliqué de créer de l'engagement envers des gens qui connaissent pas encore du tout, d'expliquer, etc. C'est aussi une des forces qu'on a aujourd'hui, c'est on a beaucoup d'événements dans l'année, on a au moins une dizaine d'événements conséquents dans l'année. Ça veut dire qu'on quasiment tous les mois, on peut faire tourner les nouveaux arrivants. On peut les mettre, la première fois, ils viennent, ils regardent, ils aident à monter les PC, démonter, etc. La deuxième fois, ils aident à faire arbitre sur un tournoi, noter les scores, etc. Parce que c'est vraiment, parfois, il y a par exemple le streaming, la prod, même la logistique, ça peut devenir un métier pour de vrai. C'est certain. Bénévole, mais tout à fait. Je vois les structures dont c'est le métier, même dans l'événementiel. C'est vraiment un sacré apprentissage, quoi. On n'a pas la vocation de nous de faire un niveau pro, ça c'est sûr. Par contre, on a un niveau qui permet d'apprendre et de donner des bases, on va dire, à ceux qui veulent vraiment s'y intéresser. C'est vrai que on a des étudiants des écoles gaming ou autres ou événementielles qui viennent chez nous aussi pour se dire ok, à l'école j'apprends, j'ai un stage à faire, mais en plus si je peux prendre de l'expérience sur le terrain, ça m'intéresse. Ah, vous prenez des stagiaires? On prend de temps en temps des stagiaires, pas énormément, mais on a des étudiants qui viennent en bénévole sur les événements en plus du stage, quoi. Parce qu'ils se disent ok, j'ai vraiment envie d'apprendre. Et ça on sent qu'en effet ça plaît et on sent que les gens ça les intéresse. Et c'est pareil, on grandit aussi avec ces gens-là parce que du coup, comme eux, ils veulent faire, ils veulent bien faire, ils veulent apprendre. Ils nous disent ok, tiens, dans les cours j'ai vu ci, j'ai vu ça, ou enfin tu vois, chacun amène. Et puis pareil, voilà, ceux qui veulent faire du cast, ils disent tiens, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. On fait plutôt tiens, ce serait mieux d'avoir un commentateur et un casteur et un observateur plutôt que deux casteurs, tu vois. Et chacun amène ses idées, etc. Et on essaie tous de construire, de dire ok, comment ça marche, combien il faut de matériel, combien il faut de personnes. Et c'est comme ça aussi qu'on essaie de grandir en prenant les idées de chacun. C'est un petit peu aussi ça on ne savait pas à la base, on s'en était pas rendu compte quand on l'avait lancé, mais en essayant de diversifier nos actions, ça a fait venir des profils différents, des gens qui ont des centres d'intérêt différents.
Et ces centres d'intérêt différents font que eux aussi, comme ils voient que ça se passe bien et qu'il y a la passion qui parle et qu'on a envie de faire les choses bien, eux aussi, ils ont envie de proposer des choses en plus. Exact. Et ça fait grandir l'asso de manière générale, quoi. C'est ça, c'est la fameuse mutualisation dont tu parlais au départ. Exactement. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, on aura des success stories, que ce soit au niveau de la compétition ou éventuellement de ceux qui sont en études. Ce serait beau d'avoir un petit retour sur les success stories. On garde les yeux là-dessus. En parlant de l'engouement autour du jeu vidéo, est-ce que aussi les villes sont de plus en plus sensibilisées, sont de plus en plus demandeuses d'événements? Parce que je vois que vous avez un maillage territorial assez Ouais, bien en élargi. Lorraine, Voilà. ça va, on est pas mal. Ouais. Ouais. Et les villes sont plutôt demandeuses, sont plus réceptives aux événements. Ouais, on a vu les choses ont beaucoup changé depuis au moins 10 ans. Après, encore une fois, quand on a eu le Zénith en 2001, c'est une mairie qui nous l'a donné. Donc il y avait déjà des gens dans les mairies. C'est quelqu'un qui était passionné de jeux vidéo, qui était dans une mairie, qui nous a obtenu ça à Les l'époque. héros Mais, cachés. mais voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment des opportunités exceptionnelles qu'il y avait à l'époque, vraiment exceptionnelles au sens rare, quoi. Et aujourd'hui, par contre, le jeu vidéo, tout le monde sait que c'est une réalité aujourd'hui. Même l'e-sport, les gens, même s'ils savent pas exactement ce que c'est, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose. Et dans toutes les mairies, ils se disent ok, bah tiens, les voisins ils sont faits, faut qu'on se renseigne. Euh, est-ce que alors, la culturation elle est progressive. Évidemment, chaque ville va aller à sa vitesse, chaque département va aller à sa vitesse, mais tout le monde est intéressé. Et nous, c'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire, c'est de leur montrer ce que nous, on estime les bonnes facettes du jeu vidéo, Ouais. et leur dire, bah voilà, nous, on fait de l'inclusif, on fait enfin voilà, on a des tournois pour les plus jeunes, on a du Mario Kart où, bah voilà, où on a des 8 à 12 ans qui viennent en grand nombre, mais on a aussi, bah voilà, pour les étudiants qui vont faire du compétitif. Évidemment, c'est pas des tranches d'âge fixées, mais dans l'idée, il y a un peu de ça. Quand on met des bornes d'arcade, des flippers, bah voilà, les adultes, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, ils voient ça. Enfin, quand tu mets un flipper dans des événements, bah, tu peux vite voir quelqu'un de 50 ans qui est dessus et qui fait ah là là, moi j'avais ça à l'époque, quoi. Tu les revois redevenir des Bah oui. enfants. Ouais. Et puis ouais, les familles, c'est pareil. Ça arrive souvent. Ils viennent, on voit des familles, ils viennent à 3-4. Les jeunes, ils disent on va faire Mario Kart, machin. Et puis les parents, ils rattrapent, hey, regarde, tu vois la borne d'arcade là, quand C'est j'avais ça. ton âge, moi je jouais à ça, tu sais. Et ça marche, tu vois les jeunes qui font ah ouais, tu joues à ça. Et puis tu as un dialogue Ah oui, qui exact. naturellement se crée, quoi. Et c'est ça qu'on essaie de montrer. Et aussi via le cast, la scène, ça aussi, parce que c'est joli et les gens disent ah ouais, il y a vraiment un spectacle, il y a un côté spectacle, etc. Et c'est ça qu'on essaie de faire passer aussi aux institutions. C'est le côté un peu bienveillant de la démarche. Et ça leur plaît parce qu'eux, ils voient ça comme, OK, c'est une pratique du jeu vidéo, mais c'est une pratique qui est modérée, qui est raisonnée, qui est réfléchie. C'est pas... C'est une pratique saine. Voilà, c'est ça. C'est pas on met des PC, des consoles et les jeunes, ils passent leur temps dessus, quoi. Rien que de par le pôle, on a beaucoup de matériel, mais on n'a pas de quoi équiper chaque personne, c'est pas possible, quoi. Comme là, tout est fourni sur les événements qu'on fait, bah, ils sont obligés de tourner. Donc les joueurs, ils viennent, ils font une partie, et à la fin de la partie, ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Donc ils peuvent pas passer une journée entière à jouer aux jeux vidéo, c'est pas possible, quoi. Et du coup, bah, ils font autre chose, ils discutent entre eux du match, ils débriefent entre équipes, ils font les strats, ou alors ils vont voir un autre stand. Et c'est ça qu'on essaie de montrer, de mettre en avant auprès des institutions, c'est de leur dire, bah voilà, il y a tous les publics qui viennent, vous arrivez à toucher la jeunesse, mais pas que. C'est bienveillant et ça touche des publics de typologies différentes, quoi. Et on leur dit voilà, c'est ça qu'on veut faire, quoi. Et puis allez, je te coupe parce que quand même c'est important pour nous. On va jusqu'au senior, on collabore avec Silver Geek, avec qui on fait des tournois de Wii Bowling. Pardon, t'as dit c'était Alors Silver Geek. Silver Geek. Silver Geek, ouais. C'est une asso qui est d'envergure nationale, qui vient plutôt de l'ouest de la France. Et ils font des tournois, on va dire e-sport senior, surtout sur du Wii Bowling. Et ils font des compétitions. On était à Moselle-Italan en novembre dernier. Ils sont passés sur scène, ils ont fait leur tournoi. Et ça aussi, ça marche bien. Et on se rend bien compte que c'est faire jouer des seniors sur scène à un jeu de Wii Bowling sur la Wii, qui est quand même presque rétro maintenant. Mais dans le public, c'est des jeunes et ils sont, ça leur plaît, quoi. Il y a un commentateur qui met l'ambiance et ça marche, quoi. Et tout le monde regarde, quoi. Donc il y a encore une fois tous ces aspects-là. Les institutions, ça leur parle, quoi. Ça crée du lien entre les âges et aussi ça répond à un problème que souvent les parents peuvent soulever, c'est l'isolement dans le jeu vidéo. Parce que très souvent, surtout sur les jeux ordinateurs, les gens sont seuls, ils vont jouer à un WoW, enfin,
ou à d'autres jeux, hein, mais ils vont passer du temps seuls, dans le noir, en train de jouer au même jeu, se bousiller les yeux, éviter de se sociabiliser. Alors que passer un événement comme ça, on a tout le monde autour. On peut même pas, comme tu disais, rester seul sur une console. Il faut tourner, il faut parler aux autres, il faut aller voir autre chose. On est curieux, on voit du monde. Le fait même d'avoir de l'énergie qui se partage, ça crée une émulation pour le jeune. Donc, ça, c'est vraiment une pierre et plus ou moins 10 coups, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a réussi à mettre suffisamment de briques en même temps qui font que tout dégage des synergies et du coup tout marche, quoi, et tout profite de tout. C'est vraiment ça qui est bien, quoi. Pour vous dire, j'ai pu assister à un concert. Il y avait un concert avec des musiciens qui reprenaient des musiques de jeux vidéo et c'était en live, c'était avec des vrais instruments, la guitare, de la flûte traversière, du violon. C'était vraiment appréciable. Donc il y a plein de choses qui se mêlent à l'événement maintenant. Ce n'est plus que du jeu vidéo, c'est du social gaming. Exactement. L'action sociale par le jeu vidéo. Exact. Ça. Et aussi, donc, il y a les événements qui sont faits par les villes. Donc, vous allez être, on va dire, organisateur, mais c'est la ville qui est prescriptrice. Ouais. Et vous avez aussi vos propres événements. Oui, tout à fait. On a, de temps en temps, on fait des petits événements qu'on fait nous-mêmes pour se faire plaisir. Mais depuis l'année dernière, on a relancé le nom MaxLAN, donc le fameux nom qui était qu'on a utilisé pendant des années, qui était un peu en pause. Pour LAN, je comprends par rapport à la LAN, et puis peut-être l'ANA aussi, qui vient de LAN aussi. Mais le Max, c'était pour... Le Max, eh bien parce que la mairie qui nous a fait confiance pour nous laisser le Zénith de Nancy en 2001, c'était la mairie de Maxéville. Voilà. Donc merci à eux. Si quelqu'un de Maxéville nous regarde, voilà, MaxNet. Voilà. Et du coup, on s'est dit, ok, le nom était libre. Hein. On l'a choisi nous en se disant, ok, on s'est dit, ok, on peut mettre Lana Max. Ouais, ça faisait un peu Lana en premier. On s'est dit, ok, on met Max Lan. Ok, c'est bien, allez, on fait ça. Excellent. Ouais. Donc ça vient, le nom vient de là, Max Lan, et c'est ça qu'on a ressorti depuis l'année dernière. On voulait le sortir un peu plus tôt, mais cause Covid, non. Mais on l'a ressorti l'année dernière. On a eu la chance de pouvoir faire 2 éditions. Une édition bagarre, MaxLAN bagarre, orientée jeu de combat uniquement. La meilleure. La meilleure pour la FGC, on est d'accord. Et une 2e édition, MaxLAN Pampan, en novembre à Metz. Bagarre Pampan, l'objectif c'était d'avoir un nom décalé, quoi. C'est-à-dire, voilà, on est une LAN, mais on se prend pas non plus au sérieux. Et Pampan, c'est bien, c'est family friendly. Ouais, c'est ça. Et du coup, Pampan, orienté FPS. C'était ça l'idée. Et c'était de se dire, OK, quand on fait des événements grand public, on mélange tout. Là, on veut ressortir des tournois e-sport, droit d'entrée payant, dotation en cash conséquente. On était sur plusieurs milliers d'euros par tournoi. Commentaires avec des casteurs qu'on a fait venir. Je n'ai plus tous les noms, mais il y avait Foster qui était venu. Foster était venu. Il y avait aussi Flashno, qui gère beaucoup la commune DBZ. Il y avait des gros joueurs de Dragon Ball qui étaient là. Il y avait le top français, qui au final est le top monde. Ok. Information potentiellement partiale, mais soit. Voilà, on va dire que j'exagère un peu. Et il y avait aussi sur Street Fighter, on entend que je suis fan de la FGC. Hein. Il y avait Crimson. Une finale Luffy Crimson, le jour de mon anniversaire. J'étais refait. Hein. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, Luffy et Crimson, si vous voulez, Luffy c'est le premier champion de jeu de combat. Non, c'est pas le premier, c'est le 2e. Qui a gagné l'Evo, donc le championnat du monde. C'est un Français. Et ensuite, Crimson, il a gagné le championnat de Red Bull, le championnat mondial de Red Bull. Donc, on a eu quand même le gratin qui s'est affronté à la MaxLAN bagarre. Ouais, c'est ça. Et surtout ces jeux-là, il y a eu du beau monde. Et c'est un peu l'objectif, justement, c'est de dire, OK, on met des casters, on met de la qualité. On a fait les tournois street, on l'évoquait tout à l'heure, sur ordinateur, parce que la commu avait l'air de le vouloir. On s'est dit, OK, on a les moyens, on y va. Et l'objectif, c'était de faire en sorte, refaire un événement qualitatif pour les top players, à minima les top players FR. C'était l'objectif. Et pareil pour la partie FPS. Donc, et là, encore une fois, on s'encadre, on s'entoure de gens qui savent faire et qui savent mieux faire que nous pour l'organisation des tournois et pour les casts. Et nous, on est un peu la plateforme logistique. On amène la salle, on gère le réseau, on amène le matériel. Et du coup, c'est un peu toujours dans cette dynamique de se dire, prenons les meilleurs dans chaque domaine et mettons-nous tous ensemble, quoi, les Avengers de l'e-sport, tu vois. Exact.
Et après, chacun réapprend encore de l'un de l'autre. Mm. Mais comment vous décidez des jeux? Ce sont les partenaires qui les choisissent ou On échange, on regarde ce qui marche le mieux, là où il y a une commu qui est réactive. On cherche aussi des jeux qui ne sont pas saturés en événements. Ok. Parce que l'objectif, c'est pas d'être le 200e tournoi dans la région, quoi. Mais ouais, on essaie de trouver un peu tous ces genres de jeux. Et on essaie de mettre aussi des jeux un peu moins joués, mais qui ont des communautés un peu de niche, qui sont très présentes, mais qui n'ont pas forcément trop d'événements. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Pour les plus anciens, on faisait à l'époque des FPS, on faisait aussi du Day of Defeat, on faisait aussi du Team Fortress. On faisait aussi des jeux plutôt... je sais pas, on va pas dire de Atir Bétir, mais voilà, pas les plus grands jeux de l'époque, mais où il y avait une communauté et qui était une communauté, tout le monde se connaît. C'est comme dans la FGC. Bon, bah voilà, un jeu comme Smash, il y a beaucoup de monde. Oui. Tu as des jeux comme Tekken, il y a beaucoup moins de joueurs. Par contre, ils se connaissent tous. Si jamais tu arrives à faire un tournoi que tu es crédible, bah, ils viennent tous en fait. Ils se connaissent tous, ils se passent le mot. Tu parlais de Dragon Ball Fighters, c'est pareil en fait. C'est le genre de commu où on se dit, ok, bah, il y a la place pour ces gens-là. On parlait de la Max Pampan. C'est pareil, Rainbow Six. Si tu as les bons casters, les bons organisateurs de tournois, eux, ils connaissent tout le monde. Si l'événement est crédible, ils vont tous venir. Voilà. Et parce qu'il y a pas suffisamment d'événements pour que ce soit saturé, donc ça les intéresse de venir tous à chaque événement, quoi. Il y a ça aussi qui rentre dans la balance. Et puis encore une fois, être sûr d'avoir des organisateurs de tournois et des casters de compétences qui vont pouvoir le faire, quoi. On fait pas un jeu juste parce qu'il est hype du moment, si on n'est pas sûr qu'on n'aura pas un peu de qualité derrière, quoi. La qualité et puis l'appréciation du visiteur et du joueur, de ceux qui viennent est importante. Bah, d'ailleurs, c'est un des premiers trucs que tu m'avais dit la dernière fois. Mais ça fait quand même un paquet de monde, un paquet de déplacements à prévoir, il y a des frais. Comment c'est géré? Est-ce qu'il y a des partenaires privés? Est-ce qu'il y a du soutien? Parce que là, ça... c'est... La note est salée. Clairement, on va pas se mentir, quand on fait l'e-sport, ça coûte de l'argent, hein. Un événement e-sport, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc si on n'a pas de partenaire, c'est très compliqué. On a la chance d'avoir un gros parc matériel, console, PC, etc. Et déjà, ça nous fait un coût en moins parce qu'on peut utiliser le nôtre. Il y a toujours un peu d'argent qui rentre sur la buvette, sur les entrées, mais clairement, si ça compense le cash prize, c'est déjà bien, quoi. Et en général, voilà, il y a tout, comme tu l'évoquais, tous les coûts logistiques à repayer. Sur ça, on se base. On essaie de se baser sur les partenaires privés. C'est pas notre expertise, clairement. C'est ce qu'on cherche le plus. La première édition, par exemple, de la bagarre, on a financé, on a comblé le trou avec notre budget, notre trésor de guerre qu'on avait. Si on veut, les événements, en fait, les événements sur lesquels on gagne de l'argent nous permettent de faire d'autres événements sur lesquels on en gagne moins. Excellent. C'est ça. En fait, c'est un peu l'idée. Quand on fait des gros événements, on arrive à dégager une subvention, etc. On dit, OK, avec ça, on a de la marge. La marge nous permet de renouveler le matériel, etc. On a toujours des frais fixes. Et ce qui est en plus, ça nous permet soit de faire un événement auquel nous, on croit et mettre un billet dessus, notamment l'e-sport. Et ça nous permet aussi, par exemple, de faire des actions pour des beaucoup plus petites villes, où là, on peut se dire, OK, on sait qu'ils n'ont pas le budget, c'est pas grave, on y va quand même, parce que on va s'y retrouver via d'autres événements, etc., quoi. Donc, ça fait un sacré cercle vertueux, au final, hein. C'est comme ça qu'on essaie de le faire, c'est de faire en sorte que tout bénéficie à quelque chose, quoi. C'est pas forcément du bénéfice pécunier, hein, mais voilà, ça peut être du bénéfice en compétences, en contact. On le disait tout à l'heure, hein, tous les gens dont on s'encadre, dont on s'entoure, toutes les autres assos avec lesquels on travaille, on collabore, on les a rencontrés et on a construit des relations de confiance avec tous ces gens-là, aussi parce qu'on a fait tous ces événements, ces efforts, etc., quoi. Est-ce que dans cette chaîne, dans ce cercle vertueux, s'insèrent aussi les développeurs de jeux en vous donnant des licences quand même? Parce que ça aussi, ce sont des frais. Oui, alors très peu, mais un petit peu. On a parfois des éditeurs, je ne sais pas si je dois donner leur nom tous. Il y a certains éditeurs, merci à eux, qui donnent des choses, mais qui ne souhaitent pas forcément être nommés, en fait. Ils disent, OK, on aide l'écosystème, parce qu'on y croit, on croit que vous allez faire les choses bien. Par contre, on ne veut pas prendre le risque que notre nom soit associé à votre événement, au cas où il y a un problème, on n'a pas de contrôle, etc. Donc voilà. Mais oui, on a eu des licences de jeux, on a eu des choses comme ça. Ils accompagnent en tout cas le gaming associatif, on va dire. C'est ça. OK. Et dernière question sur tout ça, sur les événements, on va dire question professionnelle et après j'aurai une question personnelle. Vas-y. Pour la pro, comment vous évaluez le succès d'un événement?
tu veux dire comment on se rend compte s'il est réussi ou pas, ou qu'est-ce qui fait qu'il est réussi? Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait qu'il est réussi? Ok. Je veux dire alors, je vais retourner la question du coup. comment on ressent nous qu'il est réussi? C'est quand on voit partir les gens, quand ils nous disent merci pour l'événement, c'était cool, ça réussit. Quand un joueur il a fini son tournoi, qui range et qui s'en va, et qui fait un crochet par le carré admin pour dire merci les admins, le tournoi c'était top. Bah, c'est bon que c'est réussi, tu vois. C'est ça l'idée, c'est voir les sourires sur les visages des gens, quand tout le monde est de bonne humeur, bonne ambiance. Et en fait, c'est ça, nous, c'est pour qu'il soit réussi, il faut que les visiteurs et les joueurs, et les orgas aussi, évidemment, ils aient pris du plaisir pendant l'événement. Si cet événement, s'il y a du plaisir, les gens y reviendront. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé pour rien, déjà, on n'a pas dépensé du temps, de l'argent et de l'énergie pour rien. Ils vont vouloir revenir et ça va perdurer, ce fameux cercle vertueux. Maintenant, les raisons, comment on fait pour en arriver là? Beaucoup de travail en amont, et c'est clairement beaucoup de travail de préparation, d'organisation. Il y a la partie formation qu'on évoquait, de s'apprendre un peu tous. On développe aussi, on n'est pas une entreprise clairement, mais on a certaines méthodes d'entreprise, des procédures, etc. Nos PC ils sont tous rangés dans des flycases, on sait, voilà, c'est tant de PC, c'est tant de câbles réseau, etc. Les câbles d'alim, ils vont là, etc. C'est pas l'industrie, mais on est obligé d'avoir un niveau de rigueur qui nous permet, nous, après, de ne pas être sur les rotules déjà, et d'avoir, de se dégager le cerveau sur ces parties-là, pour justement être concentré sur, OK, on va faire attention à ce qu'on accueille bien les joueurs, on va faire attention à leur dire quand les matchs commencent ou finissent, après avoir quand est-ce qu'ils peuvent faire leur pause repas, etc. C'est un peu ça qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte de mettre les gens bien, qu'ils soient, encore une fois, qu'ils soient visiteurs, qu'ils soient joueurs, c'est essayer de les mettre bien. S'ils sont bien, ils sont contents. S'ils sont contents, ils reviennent, et tout le monde est content, quoi. Cercle vertueux. Voilà. et ça fait un sacré ouf ou un soulagement quand on finit un événement. Mais maintenant, c'est juste de la curiosité personnelle. Quel est l'événement que tu as le plus apprécié, toi? Aïe, aïe, aïe. Un seul, c'est compliqué. Allez, top 3. Alors, le tout premier. L'ANA 1, la toute première qui était une LAN entre potes. Non, si je commence à tous les citer, je vais faire top 10 là. Non, mon tout premier événement, et ça, je pense que c'est vrai pour beaucoup de monde. La première fois, on fait un événement, qu'on soit visiteur, qu'on soit regard, il y a le côté waouh, quoi. C'est super, j'ai jamais vu autant de PC dans une seule salle. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses, quoi. Et de toute façon, et c'est très vrai chez les orgas, même les membres de l'asso, tout le monde se souvient de son premier événement. Quand tu es là depuis 10 ans, tu te souviens peut-être pas de tous les détails, de toutes les salles, etc. Tout le monde est capable de reciter le premier événement où il est arrivé, c'est sûr à 110%. Et même en tant que joueur, on l'entend de la part des joueurs. Donc le premier, parce que c'est le premier. La Max LAN Decade était quand même vraiment très folle. En 2011, c'était vraiment incroyable. Ça, c'était celle au Zénith. C'était au centre des congrès. Centre des congrès d'Épinal. À Épinal, la plus grande, 650 joueurs, 2000 m². Excellent. C'était vraiment incroyable. Et puis, on va dire la Max LAN Bagarre. Parce que c'était. Voilà. Bonne réponse. Parce que j'aime les jeux de baston, parce que c'était mon anniversaire. Accessoirement, on sortait du Covid, donc c'était le premier gros événement qu'on refaisait après. Donc on avait encore les masques, mais clairement, c'était vraiment bien de se retrouver. Et puis parce que c'était aussi la première occasion de ressortir le nom Max LAN depuis quand même pas mal d'années, qu'on se cherchait à faire. Donc voilà, il y a tous ces ensembles de choses. Après, c'est parce que moi je suis plutôt partial vers côté e-sport compétitif PC, clairement, et puis jeux de baston. Mais après, voilà, on peut en sortir plein. Non, je suis d'accord, la Max LAN Bagarre, c'est la meilleure. Ouais, mais là, tu vois, je te parle de social gaming et j'ai sorti que des trucs compétitifs, je suis plus crédible. C'est vrai. Et cette année, donc, est-ce qu'il y a déjà eu la Pampan Pas encore, non. Pas encore. La bagarre et la Pampan se feront en même temps ou séparément? On essaie de rester séparés pour justement être focalisé sur le fait d'avoir tout notre temps et notre énergie dans la qualité. C'est des événements, on le sait, les événements e-sport, faut de la crédibilité, il faut du sérieux. Les joueurs au niveau, ils sont exigeants. Eux, ils sont exigeants sur leur gameplay pour être les meilleurs. Ça paraît normal qu'ils attendent des orgas qui soient au haut niveau aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on les a séparés un peu par catégorie de jeu. C'est pour se dire, on ne va pas faire un événement avec 20 tournois en même temps. On ne sera pas capable de gérer un niveau vraiment très bon sur chacun de ces tournois. Concentrons-nous sur 4 tournois par week-end, 4 tournois de jeux de combat, 4 tournois de jeux de tir. On pourrait espérer avoir la Max LAN Bagarre à Nancy? On pourrait, ça peut se discuter. Moi, tu me donnes une salle, un billet, on y va. Moi,
Ok, nickel. Ouais, je suis nancéen, donc Ouais, parfait. nancéen de cœur, clairement, il n'y a pas de souci, on y revient quand on veut. Ok. Et d'ailleurs, j'ai menti quand je dis que c'était la dernière question, il y a autre chose aussi. C'est que des associations qui ont 20 ans, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'association générale de jeux vidéo au niveau français? Parce que c'est vrai que quand j'y pense, il n'y en a pas beaucoup que je peux nommer qui ait 20 ans. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas simplement la plus grande asso du Grand Est. J'ai l'impression que vous êtes une des plus grosses de France actuellement. Dans ce qu'on fait, on est parmi les gros. Après, Mm. il y a pas mal d'autres gros, hein. On n'a pas la prétention d'être les meilleurs, Bien sûr. clairement pas, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'on se démarque pas mal. Notre parc est quand même conséquent. Tous les acteurs dont on s'est encadré, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais c'est vrai que oui, on fait partie on va dire, ouais, dans le milieu associatif, en tout cas, on fait Mhm. partie des organisateurs conséquents. Et c'était quoi la question? J'ai perdu le fil. L'évolution, elle est satisfaisante? Ah, oh bah, clairement. Non, l'évolution, elle est incroyable et c'est Mm. beaucoup, beaucoup de bonheur. Et tu disais, oui, bah, en effet, 23 ans, c'est long, c'est très long. Mm. Survivre, on a eu quelques moments, comme tout assaut, hein, où c'était compliqué. Bah, on sait qu'il y a NTSC qui fête ses 20 ans cette année. Aussi, ouais. Qui, ouais, pareil, et eux, c'est pareil. J'imagine que si on leur pose la question, ils vont aussi nous dire ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Exact, exact. Mais c'est vrai que ouais, l'évolution, elle est incroyable. Et en fait, je suis particulièrement fier du boulot qu'on a fait depuis quelques années sur, on va dire, la partie relance. En fait, on a été très, très fiers d'être arrivé jusqu'à la décade en 2011. C'était un parcours de fou. Et le fait de devoir se réorienter, se réinventer, rester un peu adapté aussi à la réalité voilà, de la fibre optique, etc. Mhm. Le fait qu'on ait réussi à changer, faire évoluer la formule et s'encadrer d'autant de personnes et de réarriver au niveau où on en est aujourd'hui, clairement, c'est vraiment, vraiment beaucoup de fierté et ouais, ça fait très plaisir. Et ça s'applaudit. Merci. En tout cas, merci à toi, Pag, pour Ouais. cette interview et pour cet événement aussi. Ouais, Donc, bah, je fais le déplacement jusqu'à Verdun et franchement, je peux vous dire, j'ai apprécié, hein. J'ai pris mon pied en tant que visiteur. J'ai pas fait mon turbo joueur. Je suis allé profiter de l'événement comme tout le monde et c'était vraiment nice. ouais, Et merci aussi pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. je t'en prie. Et donc, on garde les doigts croisés pour la Maxlan Bagarre à Nancy. C'est tout ce que j'attends. No spoil, no spoil. No spoil, c'est vrai. Donc, c'était Izu DW en direct de Verdun Joystick Player, la 7e édition, avec Pag, président de l'ANA France. Je vous souhaite à tous bonne journée. Ciao. Ciao.